Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus assister à cette conférence, on pourrait dire cette conversation entre deux grandes institutions, l'INA, qu'on ne présente plus, établissement public créé en 1974, 75, mais déjà conçu en 74, et que représente Agnès Chauveau, directrice générale, en compagnie aussi de Marlène Mazur, directrice générale des opérations de TikTok pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. TikTok est un peu plus jeune que l'INA, à peu près 6 ans d'existence, déjà plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde entier, sur tous les continents. Et on a voulu organiser cette conférence sur le thème du patrimoine, patrimoine d'aujourd'hui et patrimoine de demain. On a la faiblesse de penser que TikTok peut contribuer à l'écriture de ce patrimoine de demain. Et pour cela, nous avons le plaisir d'avoir aussi avec nous Claudia Cochet. Claudia qui est en une du film français d'aujourd'hui. On vous encourage à lire. Très bonne revue, excellente revue. Et Claudia qui est créatrice de contenu TikTok, qui est venue sur cette scène il y a 3 ans lors de la première édition de la TikTok Short Film Compétition. On remet d'ailleurs nos prix demain pour cette 3e édition. Et Claudia avait reçu un prix à cette occasion et avait pu stimuler l'attention d'un réalisateur-producteur qui est ici, Franck Filizot, qui a donc accompagné Claudia dans son projet Who, qui sera présenté demain en projection à 18h. Donc c'est une très belle histoire qu'une créatrice qui est née avec TikTok, qui va nous raconter son parcours, puisse ensuite accéder au long métrage et puisse même revenir à Cannes avec un long métrage. Ça, c'est vraiment une très belle success story. C'est clair. On va peut-être commencer à tout seigneur, tout honneur par l'INA, avec Agnès. Comment, au fond, Agnès est venue cette idée ? Je précise que nous avons aussi le président de l'INA avec nous, Laurent Vallée, qui va tout à l'heure signer avec Marlène un accord qu'on peut qualifier d'historique, puisque c'est le premier accord qui sera signé entre l'INA et TikTok. Et c'est un peu l'objet de la première question. Comment, quand on est en charge de la mémoire de l'audiovisuel, depuis toutes ces décennies, depuis la création de l'audiovisuel public, comment on en vient à s'intéresser à TikTok, ce nouvel entrant dans l'arène audiovisuelle, Agnès ? Eh bien, tout simplement parce que je crois qu'on est très attentif à ce qui fait la mémoire collective d'hier, d'aujourd'hui et de demain, et qu'on voit à quel point les archives de la radio et de la télévision constituent cette mémoire collective, ont constitué cette mémoire collective, qu'elle est très importante aujourd'hui quand on la diffuse, quand on la valorise, que c'est le seul moyen de comprendre comment s'est forgé le débat public, comment dans les années 50 on parlait de la question des femmes, par exemple, et que la conviction c'est qu'on ne peut pas se passer aujourd'hui de tout ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux, que c'est effectivement avec TikTok, mais aussi Twitter, Facebook, YouTube, dont on archive certains comptes ou certains événements, que cette mémoire collective, elle est fondamentale et elle est pas concurrente, mais elle est très complémentaire de ce qui est aujourd'hui diffusé par les télévisions et par les radios. Donc ça serait passé complètement à côté d'un phénomène que de ne pas archiver ces nouveaux acteurs qui sont la mémoire des jeunes qui sont nés dans les années 90, dans les années 2000. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2020, quelqu'un qui est né dans les années 2000, il a grandi avec ses réseaux sociaux et sa mémoire. Le lien social, en fait, le lien social se fait beaucoup plus par les réseaux sociaux que par les médias traditionnels. Donc c'est intéressant parce que je ne sais pas si tout le monde est conscient que l'INA, dans ses missions, archive non seulement ce qui sort sur les
les chaînes de télévision, mais aussi en fait ce qui est issu du web. Comment est-ce qu'on peut déjà en quoi c'est fondé juridiquement, comment ça s'appelle? C'est le dépôt légal. Le dépôt légal, c'est depuis François Ier. Mais pour la radio et la télévision, c'est un peu plus récent, et pour le web. Donc, via le dépôt légal, l'ENA capte environ, je crois, 150 chaînes de radio et de télévision. Donc, quand je dis capte, c'est aspire, en fait. Hein, donc, c'est 24 heures sur 24. Et stocke ça les décrit et les stocke et les conserve sur ces serveurs. On a un des data centers les plus importants d'Europe, à Bray-sur-Marne. Et depuis les années 2000, on capte aussi le web. Alors le web média, au départ, qu'on élargit maintenant à certains événements, à certains comptes aussi d'influenceurs importants, parce que effectivement, au départ, on archivait je sais pas, le compte Twitter ou Facebook de Télérama. Aujourd'hui, il faut dépasser cette limite et aller beaucoup plus loin. Donc on archive effectivement des comptes Facebook, des comptes Twitter et des comptes YouTube et maintenant des comptes TikTok. Et alors comment vous faites pour naviguer dans cet océan de contenu? Parce que ce qui est produit, j'ai pas les derniers chiffres parce que ça change tout le temps, mais chaque seconde qui passe, c'est des heures et des heures, des kilomètres de vidéos qui sont produites. Comment vous naviguez dans cet océan gigantesque et quasi infini? Alors effectivement, c'est très important à la fois de naviguer et à la fois, par exemple, une des vraies problématiques du web, c'est de pouvoir s'assurer qu'on a les moyens techniques de pouvoir rejouer les vidéos, parce que sinon ça n'a pas beaucoup de sens. On ne peut pas faire que des captures écran. Donc il y a des ingénieurs à l'INA, il y a un service de recherche, il y a des ingénieurs qui effectivement ont créé des interfaces qui vous permettent de naviguer dans le web des années 90, de retrouver des vidéos et de les rejouer, ce qui est absolument essentiel. C'est pareil aujourd'hui pour les nouvelles plateformes d'AVOD ou les nouvelles plateformes de SVOD. Par exemple, de même qu'il est très important de retrouver la programmation des années 60 à la télévision, de savoir à partir du moment où il y a plusieurs chaînes, ce que diffusait la première, la deuxième, la troisième, le nombre de les téléspectateurs, l'audimat de l'époque, etc. Aujourd'hui, c'est très important de pouvoir capter plusieurs homes de Netflix ou homes de Canal+, pour savoir effectivement en tout cas dans 20 ans, dans 30 ans, les gens sont curieux de savoir aujourd'hui, en 2024, ce que un abonné Netflix pouvait voir, qu'est-ce qui a été mis en avant, quel était le contexte de diffusion. Et bien sûr, les créations sont absolument fondamentales. C'est-à-dire de retrouver telle série et de pouvoir étudier cette série, c'est très important. Mais de pouvoir savoir dans quelles conditions elle a été diffusée, quel a été son contexte de diffusion, c'est aussi important pour comprendre une époque. Alors non seulement, Lina, vous naviguez dans les contenus, vous les archivez, mais vous les montrez aussi et vous jouez sur la nostalgie aussi, le plaisir qu'on a à retrouver les émissions de notre jeunesse. Et donc, vous avez ouvert un compte TikTok. Est-ce que vous pouvez en dire Alors, effectivement, on est un TikToker qui compte. Alors, on joue pas que sur la nostalgie. En fait, on essaye plutôt d'éclairer l'actualité que de jouer sur la nostalgie. C'est pas à vous que je vais apprendre que les publics sur TikTok sont très jeunes. Sur notre compte TikTok, c'est plus de 70% dans la tranche d'âge 18-34. Donc, en fait, si on jouait sur la nostalgie, on ne serait pas un TikToker important. Parce qu'au fond, on s'adresse à des gens qui n'ont pas connu cette époque. Donc, ils ne peuvent pas se souvenir, ils ne peuvent pas avoir de nostalgie. En revanche, et c'est vrai sur TikTok, on voit des jeunes publics qui sont très intéressés par, au fond, apprendre, connaître la façon dont les gens s'habillaient, la façon dont les gens parlaient, quels étaient leurs sujets d'intérêt dans les années 50, 60, 70, 80. Alors TikTok, justement, Marlène est là pour en parler. TikTok, qu'on disait, est une entreprise très jeune, 6 ans d'existence. Est-ce que le public, les utilisateurs de TikTok sont aussi jeunes? Est-ce qu'on peut encore dire qu'ils sont si jeunes que ça?
Et on a pu dire aussi que les contenus de TikTok étaient très légers. On voyait beaucoup au départ de chorégraphie. Donc qu'est-ce qui peut faire que les productions qui sont présentées sur TikTok pourraient avoir un jour une valeur patrimoniale? Alors l'audience a grandi extrêmement vite, effectivement. Donc c'est une plateforme qui a 6 ans et on a aujourd'hui une communauté d'utilisateurs de 1 milliard de personnes à travers le monde. Et 1 milliard de personnes, ça veut dire qu'on a tout type de profils sur la plateforme, des gens qui viennent pour partager des centres d'intérêt divers et variés. Ça peut être de la cuisine, comme du tourisme, comme une passion pour le divertissement, pour l'art, pour la culture, pour le cinéma. En France, rien qu'en France, on a plus de 21 millions d'utilisateurs chaque mois sur la plateforme, donc 1 personne sur 3 en France. Donc définitivement pas que des jeunes. Et on a 2 tiers de l'audience qui a plus de 25 ans. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est une assez bonne représentation des opinions. Et on aime à définir la plateforme comme une fenêtre sur le monde. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, TikTok, c'est une plateforme qui encourage la liberté d'expression, qui permet à tout un chacun de partager son point de vue, sa passion. Et donc, c'est quelque chose qui est précieux et que l'on cherche à encourager. Et peut-être qu'effectivement, les jeunes générations sont peut-être plus vocales à partager ses centres d'intérêt, ses passions. Mais en tout cas, en termes d'audience, on a une audience extrêmement large aujourd'hui. Et alors, il y a des équipes au sein de TikTok. On a parlé de ce que faisaient les équipes de l'INA dans l'archivage de ces contenus, le développement des technologies aussi qui permettent de faire que ces contenus puissent être encore joués. Quel est le rôle des équipes éditoriales de TikTok? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une ligne éditoriale chez TikTok? Comment ça se passe? Alors, on a des équipes qui sont... on a 3 types d'équipes différentes qui travaillent sur le contenu. On a des équipes qui sont dédiées à l'accompagnement des partenaires. On a des équipes qui sont dédiées à l'accompagnement des créateurs. Et puis, on a des équipes qui travaillent sur ce qu'on appelle des programmes. Un programme, ça peut vouloir dire plein de choses. Mais un programme, on le définit chez TikTok comme finalement un sujet d'intérêt général. C'est-à-dire qu'on a des équipes qui analysent tout ce qui se passe sur l'écosystème, qui regardent les contenus qui sont les plus consommés, qui regardent où est-ce qu'on peut avoir éventuellement une demande exponentielle de contenu et où finalement on n'a pas assez de créateurs ou de partenaires qui créent des contenus sur ce sujet. Ou alors on va se rendre compte qu'on a des créateurs qui produisent du contenu en masse sur un sujet et des utilisateurs qui sont très intéressés par ce sujet mais qui ne se rencontrent pas forcément. Je peux donner l'exemple d'un programme qu'on a lancé l'année dernière qui s'appelle Apprendre sur TikTok. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de scientifiques, beaucoup de professeurs, beaucoup de passionnés qui créent des contenus absolument passionnants sur des sujets aussi variés que les sciences, que la géopolitique, l'art, que les langues étrangères. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une grande appétence pour des contenus éducatifs. Et notre responsabilité, c'est de créer des programmes qui vont générer cette rencontre entre ces experts et ces utilisateurs qui veulent apprendre toujours plus sur la plateforme. Et donc à travers ce programme qui va être mis en avant par des créateurs de talent, des créateurs qui sont très visibles, qui ont des très grandes communautés, avec des partenaires qui sont aussi très engagés. Donc Apprendre sur TikTok, par exemple, a été soutenu par Arte, par France Culture, par tout un tas de partenaires très légitimes sur ces sujets qui nous ont permis de créer cet élan, de rendre populaire ce hashtag Apprendre sur TikTok et qui a permis de créer un énorme engouement sur ces vidéos. On a généré plus de 3 milliards de vues sur les contenus Apprendre sur TikTok entre mai et décembre l'année dernière grâce à ce programme. Et puis on a des programmes qui sont aussi sur des sujets un peu génériques comme le cinéma. Parce que le cinéma, c'est une communauté de passionnés.
On a 22 milliards de vues sur le hashtag FilmTok. On a un très gros engouement sur tous les contenus qu'on va publier autour du cinéma, des séries télé, etc. Et donc notre enjeu, c'est de développer des programmes qui vont accompagner les éditeurs et les créateurs à rendre leur contenu plus visible et plus facilement trouvable sur la plateforme. Donc par exemple, on a un programme qui s'appelle On regarde quoi, parce qu'on a fait le constat aussi qu'on était une plateforme qui favorisait la découverte de films, la découverte de séries. Aujourd'hui, on a plus d'un utilisateur sur deux qui va voir un film ou qui va voir une série parce qu'il en a entendu parler sur TikTok. Et donc ce programme, il est au service des réalisateurs, des studios, des diffuseurs, pour promouvoir leur contenu et puis pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Une de nos vidéos les plus vues sur TikTok, c'est au moment de la sortie du film de Simone Veil, où on avait mis en splittant l'écran des scènes du film de Simone Veil, sur Simone Veil, et en bas, effectivement, les vraies vidéos, l'actualité, le débat à l'Assemblée nationale, et ça a vraiment été un vrai succès. Ce qui montre bien, d'ailleurs, à la fois l'appétence pour le cinéma, mais aussi le désir d'apprendre et de comprendre. Et de faire ce miroir entre aujourd'hui et hier. Et je crois que c'est ce qui vous a permis de passer de 80 millions de vues à plus d'1 milliard de vues de vos vidéos de l'INA, c'est ça? En tout, oui, effectivement, on est passé dans les années 2015, on avait 85 millions de vues sur toutes les plateformes. Et en 2023, 1,7 milliard. Beau succès. Et alors, quel est le sens de ce partenariat de TikTok avec le Festival de Cannes, puisqu'on est ici dans ce temple sacré du cinéma, où on montre à la fois la création d'aujourd'hui et puis la création d'hier avec Cannes Classique. Pourquoi est-ce que TikTok est venu ici et par quoi ça se traduit ? Alors, on est dans la 3e édition de ce partenariat. Donc, aujourd'hui, on continue effectivement à faire évoluer nos modes d'expression sur ce partenariat. En fait, tout est parti du constat qu'on a une communauté très engagée sur le cinéma au cœur de la plateforme. Donc, on a des gens qui se passionnent pour le cinéma, qui vont partager cette passion de façon très différente, qui vont soit partager un avis sur un film, soit qui sont eux-mêmes dans la production cinéma et qui vont partager leurs talents. On a des bruiteurs de cinéma qui expliquent comment ils font les bruitages d'un film. On a des costumières, on a tout un tas d'artistes qui sont sur la plateforme. Et notre responsabilité aussi, c'est de célébrer cette communauté qui s'exprime et qui exprime sa passion à travers la plateforme et avec un engagement effectivement colossal. On a envie aussi de raconter le fait qu'aujourd'hui, la plateforme est devenue une plateforme de recommandation. Donc on a beaucoup d'utilisateurs qui viennent sur la plateforme pour, de la même manière qu'ils vont chercher un restaurant, qu'ils vont chercher des lieux de visite, ils viennent sur la plateforme pour découvrir des films à voir, les séries à ne pas rater. Donc notre responsabilité aussi, c'est de rendre cette grande fête qu'est le Festival de Cannes, qui est un moment absolument iconique, unique, mais finalement un peu privé, finalement, l'apanage de certains chanceux. C'est de rendre cet événement le plus populaire possible, d'en montrer les coulisses, de le rendre accessible à toute la communauté des fans de cinéma. Et on fait venir par exemple des créateurs qui vont créer des contenus avec des talents, qui vont nous expliquer aussi les coulisses d'un film, qui vont décoder l'histoire, un scénario de film. Et puis, on célèbre aussi la communauté. Ce qu'on essaye de dire, c'est qu'en fait, parce que la plateforme est si accessible, avec des outils d'édition très simples, très accessibles, tout le monde peut devenir quelque part, tout le monde peut tenter sa chance et exprimer sa créativité et créer un film. Et c'est ce qu'on a voulu pousser comme message à travers la TikTok Short Film Competition,
qui en est à sa 3e édition. Et je pense que Claudia pourra nous en dire un peu plus, puisqu'elle a marqué l'histoire de ce programme. Et à travers ce programme, l'idée est d'encourager finalement tous les utilisateurs à travers le monde à nous proposer un film, un format court, au format vertical, à l'occasion de ce concours, et d'avoir la possibilité finalement de mettre son travail en lumière, sa créativité en lumière, de gagner l'opportunité d'être célébré à Cannes, de nous raconter une histoire. Et c'est vrai que chaque année, c'est la 3e année, on rencontre un succès phénoménal sur ce programme. On a reçu plus de 75 films à travers le monde cette année. 75 000. 75 000 films, pardon. Avec de combien de pays, à peu près ? De 55 pays. Ce qui veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, on a vraiment un élan créatif formidable qu'on a envie de continuer à encourager. Et voilà, donc c'est en l'espace de 3 ans, c'est 160, presque 180 000 films qui ont été reçus, qui sont visionnés sur la plateforme. On a déjà 2 milliards de vues sur les contenus TikTok Short Film cette année. L'année dernière, c'était plus de 8 milliards de vues sur ces contenus. Donc c'est formidable. On a envie de continuer à encourager cette créativité. Et donc on essaye, à travers ces partenariats, et notamment le partenariat autour du festival, de créer une opportunité finalement pour toute la communauté et tous nos utilisateurs. Merci Marlène. Alors Claudia, qu'est-ce que ça fait d'être dans le trio de tête d'une compétition de 75 000 films ? Ça, c'était il y a 3 ans. Et première question aussi, pourquoi TikTok ? Qu'est-ce qui t'a conduit à te lancer comme créatrice de contenu sur TikTok ? Alors, TikTok, l'avantage, c'est qu'il y a une liberté de pouvoir créer très rapidement et de pouvoir toucher beaucoup de gens et de créer une communauté qui nous suit. Et moi, j'ai trouvé ça à l'époque, de pouvoir faire justement mes vidéos toute seule et de ne pas avoir forcément une équipe. Ça m'a permis de pouvoir créer mon identité, mon style, etc. Tu t'es lancé en 2020, je crois, c'est ça ? C'était pendant le premier confinement, donc je crois que c'est ça. Comme beaucoup d'utilisateurs et de créateurs TikTok, effectivement, le démarrage a été pendant le grand confinement de 2020. Oui. C'est ça, en fait, je pouvais plus jouer au théâtre, j'étais très frustrée, donc je me suis mis à faire des vidéos, des lives, où je faisais de l'improvisation, je demandais des mots aux gens et je créais des histoires en direct. Et après, j'ai commencé à créer des petites histoires sur TikTok, et c'est pour ça que c'est marqué sur mon profil créatrice de fiction. Ce que j'ai fait depuis. Et qu'est-ce que ça fait ? C'était quand même un rêve de venir à Cannes et d'avoir quelque chose et un prix, donc c'était incroyable. Alors c'est intéressant qu'on a des mouvements dans tous les sens, c'est-à-dire que tu vas nous dire comment tu es ensuite venu à faire du cinéma, du long métrage. Et ici même, l'an dernier, on accueillait donc les vainqueurs de la compétition de l'an dernier. Il y avait notamment Ushiro Ueda, qui en fait, on l'a découvert vraiment ici, est un cinéaste qui avait fait déjà 2 longs métrages, et dont le premier, qui s'appelait Coupé, avait inspiré ensuite Michel Hazanavicius, qui en a fait un remake présenté en ouverture du Festival de Cannes de l'année précédente. Donc et c'était vraiment le fruit, là aussi, non pas du hasard, mais du talent, qui se retrouve Grand Prix de notre compétition, alors qu'évidemment, nous ne savions pas qu'il était cinéaste dans son pays, au Japon. Et comment ça fait alors quand on arrive ici, donc on a cette première consécration, et puis qu'on revient 3 ans plus tard, avec un long métrage ? C'est incroyable, parce que c'est comme ça que le réalisateur Franck Félizon m'a connu, par un article de presse qui était sorti sur TikTok et sur le fait que j'avais gagné un prix en scénario, et qu'on s'est rencontrés et qu'on a écrit ensemble. Donc c'est sûr que de venir avec un film qu'on a coécrit et qui est présenté ici, c'est juste incroyable, et c'est un vrai rêve en vrai. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce qu'il y a dans ce film ? Alors c'est un thriller sur une créatrice de contenu qui est tuée en direct. Au hasard. Au hasard, que j'interprète en plus, donc vraiment que du hasard, on est d'accord. Qui est tuée en direct, et on essaye de trouver pourquoi elle est morte et par qui. Donc le film s'appelle Who Qui. Voilà. Qu'on a hâte de découvrir donc demain. Demain à 18h aux Arcades 2. Donc vraiment, venez nombreux. Alors, on est là aussi pour signer, donc en présence de Laurent Vallée, président de l'INA, un accord entre donc l'INA, vénérable institution, qui donc a dans ses serveurs déjà un grand nombre de films TikTok, dont les films de ses compétitions successives. Et qu'est-ce qui fait que l'INA est venue ? Pourquoi est-ce que vous êtes venu nous voir ? Quel était votre besoin ?
par rapport à TikTok, sachant que vous avez déjà accès à nos vidéos en réalité. Oui, enfin, il s'agissait quand même d'officialiser voilà, le fait qu'on archivait un certain nombre de comptes TikTok. Et c'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'après des phases de test, en fait, parce qu'on était plus en phase de test, après que ces phases de test et l'assurance pour nous que c'était désormais possible de systématiser cette première phase, il était important effectivement de formaliser ce partenariat. Et je crois que ce qui est intéressant aussi pour vous, c'est peut-être d'avoir accès aux tendances et aux meilleurs contenus, de pouvoir avoir aussi une assistance de la part des équipes éditoriales pour savoir quels sont les contenus archivés en priorité, parce que vous ne pouvez pas, je pense, archiver la totalité des contenus produits. Ça ne ferait pas forcément sens. Ouais, je pense que c'est intéressant effectivement de faire le lien avec ces tendances qui deviennent des vrais marqueurs de culture populaire. Et ça, effectivement, c'est dur de l'anticiper. On ne le crée pas, on ne crée pas des tendances. C'est la communauté qui va décider finalement de ce qui fait du sens. On a vu cette communauté BookTok naître sur la plateforme, par exemple. On a vu une tendance naître sur la plateforme autour du style Wes Anderson. Ça, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. On a vu aussi la communauté s'enflammer sur le sujet du consentement. Ça, c'est des choses qu'on ne contrôle pas et c'est très bien. Mais ça veut dire aussi des choses. Ça a du sens. Ce sont des marqueurs très clairs de la culture, de ce qu'on vit, de notre époque, de notre société. Et je trouve que c'est hyper intéressant que l'INA puisse ancrer ces moments dans notre mémoire collective, parce que voilà, c'est finalement la communauté, donc tout un chacun qui s'exprime et qui décide de ce que sont voilà, les sujets importants de société. Sur la question du consentement, c'est un vrai sujet d'intérêt pour les sociologues et pour les historiens, que de comprendre que ce film qui s'est lancé de façon un peu presque confidentielle, eu égard au succès du livre, a été vraiment relancé par des communautés sur TikTok, et que ce sont ces communautés qui ont permis à plein de jeunes et de moins jeunes de découvrir ce film. C'est vraiment un phénomène sociologique et c'est très important. Et là, on voit bien que l'INA, en archivant ce type de contenu et de phénomène, est au cœur de ses missions. Et parce que je trouve un peu la force de TikTok là-dessus, c'est comme il y a le côté authentique, et quand on ressent quelque chose, on peut très vite publier quand même. Donc là, le consentement, c'était ça, c'était la sortie du film et comment je me suis sentie. Mais ça, on le partage avec tout le monde. Et c'est de là que naissent les tendances. Et je trouve ça assez incroyable. Ouais. Et on a, je pense, un succès similaire avec Un petit truc en plus, qui est aussi un film français et qui parle du handicap, alors, sur un registre comics, mais qui était aussi une forme d'audace de traiter de ce sujet sous l'angle de la comédie. C'est l'équivalent des micro-trottoirs à la sortie des films de cinéma dans les années 70 ou 80. Aujourd'hui, les historiens du cinéma, pour comprendre en fait la réception d'un film, ils ont bien sûr les médias, la presse, etc. Mais de pouvoir avoir effectivement ce type de réaction de gens qui l'ont vu le film, qui l'ont senti, qui l'ont analysé à leur façon, c'est très important pour comprendre l'état d'esprit d'une population à l'instant T. Oui, c'est pas que des professionnels qui donnent leur avis, c'est les gens. C'est les micro-trottoirs à la sortie des films des années 80, quoi. Oui, et puis par extension, on voit aussi finalement un ricochet sur d'autres œuvres culturelles. On le voit sur le film Saltburn, par exemple, qui a généré un engagement extrêmement fort sur la plateforme, qui a été un gros succès d'audience pour Amazon, mais, et qui a permis effectivement de générer un nouvel intérêt pour cette musique de Sophie Ellis Bextor, et qui est remontée dans le chart, dans les top 20 musique, qui a généré les contenus avec cette musique ont généré plus de 250 000 créations de contenu. Donc c'est intéressant aussi de voir l'élan et que finalement un succès populaire en entraîne un autre et génère finalement toute cette création de valeur culturelle.
Ça fait quoi, Claudia, de savoir que tes contenus sont archivés par l'INA maintenant? Bah, c'est super. Rassurant. Ça veut dire qu'il y aura peut-être des étudiants ou alors des chercheurs qui regarderont dans 20 ans ce que j'ai fait et qui essaieront de comprendre pourquoi je l'ai fait à l'époque. Ou tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Peut-être. Non, mais c'est marrant parce que pour moi, l'INA, ça va avec une vidéo qui était faite sur mon village, qui était le plus pollué de France à l'époque. Et vraiment, pour moi, c'est à chaque fois quelqu'un qui me l'envoie. Je reçois toujours regarde ton village. Je suis là, ah, ok, merci. Je connais cette vidéo. Donc oui, effectivement, c'est un marqueur d'histoire et c'est génial que ce soit écrit quelque part et qu'on puisse le retrouver. Vous allez aussi archiver le compte TikTok de l'INA, à l'INA. On va pousser la mise en miroir jusqu'à... Oui. Est-ce que, Marlène, le fait que TikTok, qui était au départ plutôt une application récréative, où on allait se divertir avec des choses très légères, devient, avec les créateurs, j'allais dire personnes physiques, fabriquent des créations, même je crois des séries. Est-ce que c'est un outil dont s'emparent aussi les studios ou les producteurs, que ce soit les producteurs de séries ou de cinéma? Oui, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est à Cannes. C'est parce qu'on a une très bonne relation avec les studios, avec les diffuseurs, parce que finalement, la plateforme est très puissante. On a un très grand nombre d'utilisateurs, et donc c'est un formidable outil de recommandation. Donc on travaille main dans la main avec les studios pour les aider effectivement à en faire le meilleur usage, pour effectivement promouvoir la sortie de leur film, les aider aussi à utiliser finalement toutes ces communautés qui sont engagées sur une propriété intellectuelle, sur une IP. On a aujourd'hui des communautés engagées sur Marvel, comme sur DC Comics, comme sur n'importe quelle IP. Et donc, c'est une opportunité formidable pour des studios qui travaillent sur des franchises, par exemple, de pouvoir capitaliser sur ces communautés très engagées pour promouvoir leur actualité. On peut travailler de façon extrêmement créative, on peut donner accès aux talents, on peut prévoir des contenus aussi exclusifs dédiés à la plateforme. Il y a plein de techniques, il y a plein d'outils, il y a plein de façons de promouvoir un film sur la plateforme, et c'est le rôle de nos équipes d'accompagner les studios pour avoir les meilleurs gestes. Et est-ce que le format TikTok, donc format vertical, d'ailleurs, quelle est la durée maximale de TikTok? Parce qu'au départ, c'était 15 secondes, 30 secondes. Aujourd'hui, on peut faire des TikTok de combien de temps? En fait, on peut uploader jusqu'à 60 minutes, mais on peut faire en natif. 60 minutes, je pense que peu de gens savent qu'on peut faire des TikTok de 60 minutes. On peut les uploader. Après, on peut faire un TikTok de 10 minutes en utilisant les outils de la plateforme. C'est pas forcément aujourd'hui le format le plus natif sur la plateforme. Aujourd'hui, le format qu'on va plutôt pousser, c'est des formats de 70 à 90 secondes. Par contre, c'est intéressant. On faisait plutôt la promotion des contenus de 15-30 secondes il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, plus de 50% des vues sont faites sur des contenus de plus d'une minute. Donc on pousse très fort le message qu'il faut réfléchir à des formats plus longs, parce que s'ils sont plus longs, ça veut dire qu'ils sont mieux écrits, qu'ils sont plus qualitatifs, plus engageants et qu'ils rencontrent plus de succès. Donc l'œil de chacun des utilisateurs est maintenant plus acéré, plus avisé, et donc ils sont en demande de contenu plus abouti, voilà. Et c'est important effectivement d'aller chercher le format plus long. Après, même pour nous, en tant que créateurs, ça a vraiment changé, parce que quand j'ai uploadé la vidéo pour le TikTok Short Film il y a 3 ans, faire une vidéo de 3 minutes, c'était énorme. C'est-à-dire que c'était pas vraiment ce que les gens consommaient. Et aujourd'hui, je vois que la vidéo, d'ailleurs, elle continue de faire des vues, mais c'est qu'on peut faire des contenus plus longs. Par contre, c'est vrai que pour nous, ça demande aussi plus de travail, où avant c'était plus on allait filmer un petit truc qui nous faisait rire, mais c'est une autre façon de penser aussi, de se dire en 15 secondes je dois réussir à faire rire quelqu'un, en 1 minute, en 3 minutes. C'est vraiment des formats différents, et c'est vrai que nous, ça nous a formés aussi à autre chose. Alors si on regarde l'histoire du cinéma, c'est vrai que la minute lumière, par définition, elle faisait 1 minute, et aujourd'hui on a des longs métrages de 3 heures, comme on a pu en voir encore hier. Et c'est une tendance qui pourrait aussi se manifester sur TikTok, ça va faire quand même des formats encore plus longs, voire des séries aussi, des séries originales.
Oui, après, je pense qu'il faut aussi respecter l'évolution des usages. Aujourd'hui, le rôle de TikTok, c'est d'être une vidéo, c'est une plateforme de vidéo format court. On remplit cette mission et ce qui est extraordinaire, c'est de voir notamment à travers la TikTok Short Film Competition qu'on peut raconter des histoires incroyables en 2 minutes, 3 minutes et que c'est un exercice sans doute extrêmement compliqué d'arriver à raconter une histoire en si peu de temps, mais on peut le faire. Donc on verra, on suivra les usages et l'évolution des usages. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, on est plutôt dans la recommandation du format 60 secondes, 90 secondes. Et on verra si l'évolution est plutôt sur du format long, mais en tout cas notre cœur d'activité est quand même plutôt sur des vidéos format court. Donc on va rassurer Agnès, on ne va pas encore archiver des westerns de 3 heures en format vertical, pas tout de suite. Ça nous fait pas peur. Très bien. Vous êtes protégé contre les tempêtes solaires? Contre les tempêtes solaires. Oui, parce que il y a une grande tempête solaire il y a quelques semaines. Ouais. Et ça peut détruire la mémoire informatique. Est-ce que vous êtes... non. Je suppose qu'en tout cas, on a des copies de serveurs. C'est-à-dire qu'on a... Nos serveurs sont à Brie-sur-Marne, mais on a une copie de serveur autre part dans la région parisienne. Donc si un des 2 serveurs tombe, est en panne, attaqué par, je ne sais pas trop quoi, une tempête solaire, donc j'ignorais tout jusqu'à il y a 3 secondes, on peut espérer que l'autre serveur maintiendra en fonction toutes les archives. Bon, nous voilà rassurés. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on va passer bientôt à la signature de l'accord. Donc si jamais il y a des questions dans l'assistance, c'est le moment de les poser. Oui, Joël. Joël Virstel, Satellifax. Il y a, je crois, une rémunération de temps en temps des contenus de l'INA, TV, radio, lorsqu'ils sont réutilisés. Est-ce que c'est envisageable sur TikTok? Est-ce que... j'ai oublié son prénom, pardon. Est-ce que vous pouvez éventuellement être rémunéré par l'INA sur ces... Il y a une rémunération quand il y a une monétisation. Oui. Donc il faut qu'il y ait monétisation pour qu'il y ait rémunération. Mais il peut y en avoir éventuellement. C'est prévu? Pardon? Il peut y en avoir, éventuellement. Ah oui. Est-ce que c'est prévu? Non, mais c'est pas... Oui, on parle du dépôt légal, mais pas pour l'archivage. Mais quand il y a, par exemple, les youtubeurs, sur les youtubeurs, bien sûr, il y a des rémunérations et l'INA reverse aux sociétés d'auteurs. D'accord. Deuxième question, comment choisissez-vous les comptes que vous allez suivre sur TikTok, YouTube, etc. Ce sont les plus populaires. Quels sont vos critères de choix, peut-être particulièrement sur TikTok, puisqu'on est dans une conférence TikTok? Il y a évidemment plusieurs critères. D'abord, ça peut être en fonction des événements. Par exemple, au moment du 13 novembre, il ne s'agissait pas de TikTok, mais de Twitter, on avait capté et immédiatement tous les hashtags qui concernaient les attentats. Donc, pour les Gilets jaunes, la même chose, c'est-à-dire qu'au moment d'événements un peu fondateurs, à ce moment-là, on archive un certain nombre, enfin, la plupart des comptes. Et puis, de façon plus régulière, effectivement, eh bien, on suit les principales tendances, les fameux trends, et aussi un certain nombre d'influenceurs qui sont parmi les plus populaires, et ceux aussi qui sont un peu dans l'écosystème médiatique, puisque c'est un peu notre ADN à l'INA que de suivre les personnalités qui sont dans un écosystème qui parle de médias, de cinéma, d'industrie culturelle. Et dernière question, pardon, à moins qu'il y en ait d'autres, si on veut m'arracher le micro. Est-ce que, de la même manière que les archives de la télévision et de la radio sont consultables, est-ce que celles des réseaux sociaux sont consultables par les chercheurs en particulier et éventuellement élargies? Alors tout à fait, on les archive, c'est comme tout le dépôt légal, il est consultable dans les enceintes de l'INA. Donc soit effectivement à l'INATech, à la BNF, ou soit effectivement dans tous les... L'INA a déployé un certain nombre de postes
où vous pouvez consulter les collections du dépôt légal un peu partout en région, dans des universités, dans des médiathèques, de façon à ce que l'ensemble de la population française puisse consulter facilement toutes les collections du dépôt légal archivées par l'INA. Alors on peut compléter la réponse en disant que du côté de TikTok, là je reprends ma casquette affaires publiques TikTok, on a aussi développé des API qui permettent à des chercheurs indépendants d'interroger directement les archives de TikTok, d'interroger aussi les algorithmes de recommandation, de modération, banque de données de films publicitaires. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place justement dans un souci de transparence et aussi en application du DSA. Alors l'accord que nous allons signer maintenant entre l'INA et TikTok vise précisément à organiser aussi les échanges d'informations réguliers entre les équipes éditoriales de TikTok et les équipes d'archivage de l'INA pour aussi pouvoir échanger sur les tendances, tout ce qui fait le plus sens dans cette fonction d'archivage. Voilà, donc un grand merci. Je crois qu'il y a Déborah qui nous fait un signe. Oui. Une question, pardon, alors je ne l'avais pas vu. Bonjour à tous, je suis Nadia et je m'occupe un peu de tout ce qui est droit d'auteur dans la région MENA. Et du coup, ma question elle est plus sur la rémunération des droits d'auteur, parce que dans l'archivage, est-ce que les ayants droit ils sont informés qu'on peut archiver leur contenu? Et est-ce que c'est dans les termes de TikTok dès le départ qu'on coche la petite icône sans se rendre compte et puis voilà, c'est vraiment ça ma question. Alors, quand vous postez... TikTok n'est propriétaire de rien, mais vous le mettez à disposition, effectivement, de la communauté. Je ne sais pas si, d'un point de vue juridique, tu as plus d'éléments, Eric, mais... En fait, le dépôt légal, c'est un dépôt légal qui est organisé par la loi, en fait, par la législation. Et donc, ça s'impose à tous les opérateurs. Mais ça, c'est Agnès qui peut le dire. Oui, et par conséquent, ça s'impose à tous les opérateurs. Et de toute façon, il n'y a pas d'utilisation ou de réutilisation commerciale possible. C'est juste mis à disposition des chercheurs qui peuvent effectivement venir consulter dans les enceintes de l'INA les vidéos que nous avons archivées. Donc, il n'y a aucune utilisation possible. Si le compte TikTok est supprimé, non, et s'il a été archivé, il continue, enfin l'archivage, est bien sûr. C'est comme quand une émission s'arrête, il y a plein d'émissions à la radio ou à la télévision qui se sont arrêtées, on les a quand même archivées. Excusez-moi, parce qu'à la radio ou à la télé, on signe des droits d'auteur, on donne l'accord aux diffuseurs de diffuser, mais là, c'est... Oui, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire quand on archive une chaîne comme BFM, par exemple, on n'a pas de droit d'utilisation pour réutiliser, et c'est juste à disposition des chercheurs. Donc il n'y a pas de question du droit d'auteur. D'accord. C'est pas un accord pour la réutilisation, en fait, des contenus TikTok, c'est juste l'archivage. Je pense que vous faites allusion à d'autres types d'accords qui permettraient de réutiliser ces matériaux. Parce que j'ai vu sur le site de l'INA qu'on pouvait acheter certaines vidéos. Oui, mais voilà, c'est différent. C'est pas l'objet de cet accord que nous signons aujourd'hui. Pas les vidéos qui rentrent dans le cadre de la collecte du dépôt légal. D'accord, merci beaucoup. Merci, ça a permis de faire cette précision. Je pense qu'on va s'arrêter puisqu'on arrive... Vous, monsieur, vous avez... Alors, dernière question. Juste, je voulais savoir par rapport à TikTok... est-ce que, comme Facebook, vous prévoyez de faire des accords avec la SACD pour rémunérer les droits d'auteur, en fait? Oui, alors on a des accords avec un certain nombre de sociétés, dont la SACEM, par exemple, en France, et beaucoup d'autres organisations à travers le monde. Et les conversations, effectivement, sont en cours avec les sociétés d'auteurs. Il faut pas oublier qu'effectivement, l'entreprise a 6 ans, donc elle est encore très jeune. Donc, pour les autres plateformes, en l'occurrence, les négociations ont mis du temps à se mettre en route. Donc, c'est en cours. Ok, très bien, merci. Et merci à tous et merci pour vos questions et merci pour votre participation.